Vous écoutez le Libre Journal de la plus grande France dirigé par Anne-Laure Malher, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 4 mai 2019 de 18h à 21h et réalisé par Jocelyn. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers auditeurs, je suis donc très heureuse de vous retrouver en ce samedi 4 mai, puisque j'ai la joie, et vous devez l'entendre à ma voix, d'avoir dans le studio Sylvain Durin, que vous aviez eu le plaisir d'entendre il y a un peu plus d'1 an maintenant, qui vient nous présenter la suite de son travail sur la paternité. Et donc, cette partie d'émission s'intitule « Père, matrice des civilisations » et Sylvain Durin donc nous présente son livre « Apparaître » qui sera donc en exclusivité au salon de Radio Courtoisie. Son livre s'appelle « Ce sang qui nous lie » et porte sur la paternité. Alors, je me permets, avant de donner la parole à Sylvain Durin, de vous dire, chers auditeurs, que nombre d'entre vous aviez apprécié ces interventions à la radio, que ce soit lors de l'émission du Libre Journal de la plus grande France ou lors de son intervention au Libre Journal de la liberté de penser de Anne-Sophie Hongre-Boyer-Dieu. Vous aviez eu la gentillesse de le soutenir via le système Ulule pour qu'il puisse prolonger son travail et publier en fait son travail. Et donc, je pense qu'il vous le dira peut-être lui-même, mais nous devons à Radio Courtoisie et au soutien des auditeurs, ce travail qui, à mon sens, est tout à fait. Alors, je fais partie des gens qui ont eu la chance de pouvoir commencer à le lire. Un travail passionnant et dont je n'ai pas trouvé d'équivalent sur la question du père. Et peut-être que nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet au cours de l'émission. Et un thème qui est en ce moment phagocyté par ceux qui se veulent les symétriques des féministes, donc le thème de la virilité, voilà, et qui, je pense, reste un thème passionnant. Et donc, je vous invite, chers auditeurs, vous pouvez le précommander. Alors, ceux qui ont soutenu le travail de Sylvain Durin sur Ulule sont considérés comme des précommandeurs, si j'ai bien compris. C'est tout à fait ça. Donc, vous n'êtes pas... nous pouvons le commander une deuxième fois directement sur le site des éditions du Verbe Haut, donc site internet édition au pluriel du verbeo.fr, mais il s'agit d'une précommande. Et donc, ça voudra dire que si vous êtes comme moi, chers auditeurs, que vous avez participé au projet Ulule, eh bien, vous aurez 2 livres. Donc, il y en aura un à offrir. Voilà. Et puis, donc, je vous invite à espionner les éditions du Verbe Haut sur Internet ou au moins le site personnel de Sylvain Durin pour savoir exactement comment avance son travail. Alors, c'est promis, nous l'aurons. Il paraît que le livre sera physiquement présent au salon de la radio. Voilà, chers auditeurs, pour vous qui avez qui avez fait ce pari sur le travail de Sylvain. Alors, Sylvain, bienvenue dans le studio. Merci, une joie de vous avoir. Invitation, mais c'est un plaisir partagé. Je profite du début de l'émission pour te remercier personnellement de tes invitations et du fait que ce livre puisse enfin sortir. Je n'y suis pour rien. J'ai juste soufflé. Tu as soufflé. La providence, les auditeurs aiment bien ce genre d'histoire. C'était au cœur du combat sur cette affreuse campagne MeToo. Balance ton porc, oui. anti-homme. Je cherchais, je voulais réfléchir et donner une autre lecture que féministe, non féministe.
Et la Providence a fait que un de vos soutiens, un de vos amis, a envoyé le lien sur... Didier sur Bruno des Vosges Royales. Voilà, exact. sur vos travaux. Et comme tous les auteurs, vous n'êtes pas un très bon commercial, mais vous êtes entouré d'amis qui vous vendent. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert ce travail très beau, déjà, sur le sang du père et cette réflexion sur la paternité. À travers l'histoire, chers auditeurs, puisque le travail de Sylvain Durin, mais il va vous le présenter bien mieux que moi, essaye de porter un regard anthropologique sur la question de la paternité. Exactement, ça peut me permettre de faire l'introduction déjà pour remercier les auditeurs, puisque j'ai choisi la date du 16, spécialement pour eux, parce que c'est grâce à eux que le livre va enfin sortir, avec quelques mois de retard, mais il va sortir. Et exactement, je fais de l'anthropologie fondamentale, comme on appelle ça. Et du coup, leur soutien m'a permis de me former finalement. J'ai pu prendre le temps de lire, de faire des recherches, de me rendre compte que je m'étais trompé sur certains détails, etc., que j'ai pu retravailler et qui ne sont plus présents dans ce livre. Et donc vraiment, c'est un grand merci à la radio et aux auditeurs, quoi. Et peut-être pour commencer, je peux expliquer comment sera structuré le livre, par exemple. Faites. Donc le livre sera structuré en 4 grandes parties. La première partie sera « Au commencement était la femme ». Donc je reprends toute l'anthropologie des communautés primitives, selon les 3 niveaux dont je ne cesse de parler depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc le niveau 1, c'est le niveau familial. Qu'on a déjà, en fait, entre guillemets, entendu. C'est intéressant de Exactement. Le voir écrit, mais voilà. C'était vraiment le sujet de vos interventions à la radio. C'est ça, c'est l'articulation de ces 3 niveaux. Donc le premier niveau, c'est le niveau le plus prosaïque, c'est le niveau familial. Quelle est la structure familiale de la communauté, de la nation, de la civilisation, de la société ? En quoi cette structure familiale est matriarcale ou patriarcale ? Quels sont les principes qui s'en dégagent, etc. Le deuxième niveau, c'est le niveau politique, structure politique. Donc les communautés primitives n'ont pas, à proprement parler, de structure véritablement politique, mais il y a notamment le rôle du chef qui est très important, le rôle des rites, le rôle des sacrifices, le rôle de la magie. Tout ce monde-là est étudié dans la deuxième partie, enfin dans le deuxième point. Et le point numéro 3, c'est le niveau 3, je veux dire, c'est le niveau religieux. Et qui, on s'en rend compte, est totalement en adéquation avec les 2 autres niveaux. Et parfois même le niveau 1 dans le niveau 3 est en adéquation avec le reste aussi. Donc la deuxième grande partie du livre sera « Au commencement était la volonté », où je reviens sur le monde antique, la Grèce et la Rome antique, où je montre en fait qu'il y a eu cette grande idée de la volonté humaine, de vouloir se mettre à l'égal de Dieu, notamment avec les peuples indo-européens, où l'Indo-européen, quand il prie Dieu, il est debout, il regarde son Dieu face à face. Et cette volonté-là va mener une indifférenciation mimétique entre l'homme et Dieu. Donc je développe cette idée à travers les 3 niveaux également. Quelle est la structure familiale de l'Indo-européen, Grèce antique, Rome antique, avec le pater familias, etc. Je montre en quoi le pater familias n'est pas si patriarcal que son nom pourrait le laisser croire. Le deuxième niveau, bien entendu, là c'est plus simple puisqu'il y a des structures politiques, donc je parle notamment de la démocratie. J'essaie de montrer en quoi la démocratie, et je pense non seulement un mensonge, mais en plus c'est quelque chose de très dangereux et un processus sacrificiel. On pourra revenir là-dessus si tu veux, Anne-Laure. Parce que je crois que c'est un sujet avec les gilets jaunes qui est quand même assez important, notamment avec le retour du tirage au sort, du RIC, etc., qui sont pour moi, je le crois, des fausses solutions. Des chimères. Qui peuvent même mener à pire que ce qu'on connaît aujourd'hui. À ce titre, je me permets de lancer un appel, je peux faire ça sur Radio Courtoisie ? Et vous avez le droit de lancer tous les appels que vous voulez, sauf des sous, parce que les sous, c'est pour la radio. Non, il n'y a pas de sous. Je lance un appel courtois à Étienne Chouard, que je connais, et qui ne répond plus à mes mails depuis qu'il est invité un peu à droite à gauche. Ah, c'est dommage, parce qu'effectivement, et avec qui j'aimerais avoir ce débat sur le tirage au sort et sur la démocratie. Loin de moi l'idée de tendre un piège ou que sais-je. Je pense que ce débat est primordial, c'est notre avenir qui est en jeu. Je pense qu'Étienne est un bon fond, mais il se trompe de combat. Il nous a montré que nous n'étions pas en démocratie, on en prend acte, mais ces solutions sont, à mon avis, très dangereuses et j'aimerais avoir ce débat avec lui
Pourquoi pas sur Radio Courtoisie ou sur une autre. Ah, ça sera un plaisir. Alors, je relève le gant. Parce que j'avoue, chers auditeurs, avoir pris à l'occasion des Gilets jaunes... alors, j'avais déjà, moi, connaissance d'Étienne Chouard, puisqu'il était en pointe dans la campagne contre le non pour le non à la Constitution, contre la Constitution. Il avait fait un travail remarquable sur en la 2005, question, il avait fait un travail remarquable. Et comme à l'époque, moi, j'étais au MPF, on avait eu un grand plaisir à lire ses publications. Et je l'ai redécouvert à l'occasion des Gilets jaunes et ça m'a été confirmé. Étienne Chouard est quelqu'un de profondément honnête et d'adorable. Exactement. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aimerais bien. Donc le gant est relevé. Il nous dit qu'il est demandeur de débats contradictoires. Donc Étienne. Ouais. Avec des gens corrects, je pense. Voilà. Parce que si c'est pour être dans l'insulte, c'est pas très intéressant. Et je l'ai vu essuyer quand même des débats. Où les personnes qui étaient en face de lui ne cherchaient pas à réellement débattre sur le fond, mais à le mettre en difficulté. Ouais. Ce qui ne serait pas du tout le but, ce serait vraiment de creuser cette idée de tirage au sort. Et de confondre. L'objectif d'un débat, c'est de chercher la vérité, c'est pas de mettre son ego sur la table. Non, mais c'est pas le cas d'Étienne Chouard, je pense. Tout à fait, c'est pour ça que je pense peut-être qu'il n'a pas vu mes mails et que, comme il va m'entendre, il sera intéressé par ce débat. Je crois que dans une des interviews qu'il donnait, il explique quand même qu'il ne traite pas ses mails. Et que quand il reçoit des livres, il les traite pas non plus que ça. Je crois que c'est quelqu'un qui... Alors l'appel est lancé, peut-être qu'il sera relayé par certains auditeurs qui lui enverront un petit message, mais bon, ne faisons pas toute l'émission sur le sujet. Alors Étienne. Donc, une discussion sur la démocratie. Donc Exactement. Là, on reste sur les schémas grecs et romains, donc une discussion à poser sur le système politique. Oui. Exactement. Et pour le troisième niveau, donc le niveau religieux, je mêle religion et philosophie, puisque dans l'Antiquité, c'était quand même des choses qui s'entrecroisaient largement. Certains textes philosophiques sont considérés comme des textes religieux. La troisième partie, c'est la partie qui m'a donné le plus de plaisir à écrire, c'est « Au commencement était le Verbe », où je traite du judaïsme pré-chrétien dans le début. Donc l'Ancien Testament pour le niveau 3, les prophètes pour le niveau 2, et la famille juive pour le niveau 1er. Ah bah, vous allez nous perdre. Donc niveau 1, famille juive, niveau 2, Ancien Testament. Les prophètes. Et donc le niveau l'organisation 3, politique. Exactement, et le niveau 3 religieux, la Torah, l'Ancien Testament. Et la quatrième partie est une conclusion générale qui s'appelle « Au commencement était la Révolution », où je vais mêler notre monde moderne, actuel, avec l'intelligence artificielle, la République, mais aussi l'islam, et plein d'autres thèmes, notamment aussi la virilité dont on parlait tout à l'heure hors antenne, où on pourra peut-être développer cette idée, pourquoi pas en débat dans cette émission, où j'ai essayé de différencier la virilité matérielle de la virilité spirituelle, et pourquoi pas proposer un concept qui rassemblerait ces deux parts de virilité dans l'incarnation paternelle. Donc ça, ce sera sans doute écrit proposé en termes de questions, de débat, quoi. J'ai pas les réponses sur ce genre de... Vous inquiétez pas, moi je pourrais vous poser termes. plein de questions qui vont vous perturber, et je compte bien sur les auditeurs pour vous poser des questions. Et voilà Anne-Laure, la trame de ce livre qui est pour moi le résultat des 10 dernières années de recherche. Mais j'espère que vous en aurez dit plus, parce que ce livre, à mon avis, va soulever pas mal de débats et de questions. Alors, est-ce que vous pouvez, parce que tous nos auditeurs ne vous ont pas entendu la première fois, est-ce que vous pouvez revenir, on va faire les choses dans l'ordre, sur déjà cette première partie, où vous parlez des sociétés primitives matriarcales. Je vous donne, moi, ce que j'en ai retenu. Et comme ça, vous pouvez le creuser, le corriger et mieux présenter les choses aux auditeurs. Donc, par votre travail sur le matriarcat, que vous avez présenté à plusieurs reprises à l'antenne, moi, j'ai compris que ça n'est pas parce que les hommes sont apparemment en situation de pouvoir ou de domination que nous sommes dans une situation patriarcale. Et au moment des débats sur Balance ton port, c'était très important, puisque comme prise de conscience, puisque ce qui est reproché aujourd'hui à nos pauvres hommes, c'est d'avoir institué des sociétés
une société patriarcale où la femme est dominée. Exactement. Et je crois qu'à l'époque, vous aviez mis des mots sur quelque chose que je percevais. C'est que, moi, je me dis, nous avons eu dans les sociétés une époque, pas rêvée d'ailleurs, où nos hommes étaient capables à la fois de force, de grande vertu, et ceci parce que moi je viens d'une famille modeste jusque chez les plus modestes. Donc entre guillemets, la virilité n'était pas la brutalité, il y avait un équilibre qui était trouvé. Effectivement, l'image de la virilité ou de la paternité qui est rapportée par des romanciers comme Zola, Balzac est fort désagréable, mais c'est déjà un prisme déformant de leur époque. Et vous aviez répondu très brièvement, mais on avait déjà affaire là à un système, en fait, un patriarcat dégénéré. Exactement, c'est-à-dire on n'est plus sur un système où l'homme est complet, mais on est sur un système où il est déjà, en fait, avili. Le thème de l'émission, quand vous étiez venu, c'était avilir l'homme, je crois, pour détruire la femme. Exactement. Voilà. Et donc, moi, ma question est, est-ce qu'en avilissant les hommes, petit à petit, en leur faisant perdre le contrôle sur eux-mêmes, sur leurs pulsions, eh bien, on ne place pas la femme en situation de fragilité, ce qui expliquerait ensuite, dans les années 60, la révolution anti-mère avec une promotion de l'avortement, des contraceptifs et ainsi de suite. Et donc voilà, ce que j'ai retenu... C'est vraiment une des grandes idées. Enfin, si les lecteurs pouvaient retenir cette idée que ce n'est pas parce qu'une femme dirige que nous sommes en matriarcat, ou c'est pas parce qu'un homme dirige que nous sommes en patriarcat, on aura fait un pas énorme vers le reste du livre, en fait. Alors ça, on le comprend bien déjà par vos propos, mais l'intérêt de votre première partie, c'est qu'elle pose bien les discours que vous teniez déjà depuis quelques années. Je ne vous ai pas cité, chers auditeurs, le livre précédent de Sylvain Durin, Le sang du père, un meurtre cinématographique, je pense, qui est à l'origine de votre travail. C'est-à-dire que à l'origine d'un travail universitaire où j'ai étudié la mort de la figure paternelle au cinéma, plus spécifiquement dans les films d'Audiard, et où ça fait un moment que je me suis pas replongé dedans, mais où je différenciais plusieurs formes de paternité. Alors moi je l'ai relu puisque comme votre deuxième bébé n'arrivait pas, je me suis dit je vais me mettre dans l'esprit. Et effectivement c'est très intéressant de faire cet exercice. Alors chers auditeurs, réservez-vous pour le nouveau livre, mais moi c'est important que je le voie et on perçoit en fait les prémices, des inspirations qui vous conduiront à votre deuxième gros livre. Donc voilà, chers auditeurs, ça, Sylvain Durin va vous l'expliquer davantage, mais cette organisation où le système matrilinéaire crée l'identité des personnes et où le père est écarté en fait du lignage en fait. Alors ce qu'on peut observer en Afrique, on peut encore observer aujourd'hui en Afrique. On peut l'observer vraiment en Afrique. Et ces familles, en fait, qui sont des familles non pas nucléaires comme ce qu'on peut avoir chez nous, mais communautaires. Exactement. Voilà. Alors, je vous laisse exposer les choses aux auditeurs parce qu'en fait, ils ne veulent pas m'entendre, ils veulent vous entendre, vous. Donc, on m'avait reproché d'être assez compliqué la dernière fois, donc je vais essayer d'être beaucoup plus clair. Il faut avoir en tête ces 3 niveaux dont on a parlé il y a quelques instants, pour définir le matriarcat, le patriarcat. Donc la communauté primitive est régie par ces 3 niveaux. Le premier niveau, le niveau familial, on se rend compte que le père est totalement mis à l'écart. Le mot même de père n'existe pas. Vous vous souvenez, j'avais expliqué que la paternité biologique était considérée uniquement comme une relation entre un enfant et un homme. En général, cet homme n'était pas le père biologique puisqu'il n'avait pas conscience du rapport entre le sperme et l'enfantement et la procréation. Donc ils appellent ça la relation Tama dans la société, enfin dans la communauté trobriandaise, étudiée par Malinowski. Et on se rend compte qu'effectivement tout est vu par le prisme matrilinéaire. Au niveau social, au niveau économique, au niveau politique, tout est vu à travers la mère de l'enfant, celle qui l'a porté, celle qui va le nourrir de son sein, etc. Et c'est pas parce que ce père biologique n'existe pas que l'homme n'existe pas.
La masculinité est très présente dans le milieu primitif. Mais on pourrait même dire une forme de virilité est très présente, avec ces chasseurs qui ont le règne de la lance, qui tuent les animaux, etc., enfin, qui ont le culte de la force. Mais la figure masculine en présence, c'est celle de l'oncle maternel. Et les auditeurs peuvent regarder l'étymologie de oncle. L'oncle, ça veut dire étymologiquement, en latin, l'oncle maternel. Le frère de la mère. Exactement, le frère de la mère, tandis que le père, ça a donné le parrain. Le parrain qui a été repris par le christianisme pour donner le père en spirituel, le père en Christ. Donc tout était déjà là depuis le début. Ensuite, vous avez le niveau numéro 2 sur le politique. Et là, on pourrait se dire, si on regarde uniquement ce niveau, le monde primitif est un monde extrêmement violent, avec un chef un peu tyrannique, si on regarde ça de manière très rapide. Donc nous sommes en patriarcat. Mais quand on creuse, on se rend compte que ce chef n'a aucun pouvoir réel, hormis celui d'eux, et ça c'est très important, d'être l'intégrateur des différences. C'est très intéressant. Et là on revient sur le principe de René Girard d'indifférenciation, parce que je crois à la fin de cette écriture que c'est le principe principal, le principe le plus important. Il y a l'indifférenciation dans une communauté, restons dans la communauté primitive, elle est absolument latente et elle est omniprésente. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de sens de hiérarchie. Alors, ceux qui connaissent bien l'Afrique peuvent le percevoir. C'est le fait que, on s'est souvent dit, la communauté prime sur l'individu. Exactement, le nous primera toujours sur le jeu. Sur le jeu, et donc ça transparaît évidemment dans la façon d'établir les relations entre les gens, et celui qui se distingue du groupe se met en danger. C'est-à-dire qu'on l'observe d'ailleurs, et c'est un facteur de difficulté des Africains pour se développer, en tout cas conformément à ce que les Occidentaux attendent, c'est que quand quelqu'un sort du groupe, soit il doit être capable d'amener tout le groupe au même niveau que lui, soit il va être éliminé en fait. Exactement. Et ce qui donne une figure de chef, qui est sans doute le chef le moins puissant de l'histoire, parce que c'est lui qui sera sans doute tué lors de la prochaine crise sacrificielle. Alors essayons d'expliquer assez rapidement et simplement. Quand la différenciation entre les individus est au maximum, c'est-à-dire que tout est mis au même niveau, les hommes, les femmes, les enfants, plus personne ne dirige vraiment, plus aucune hiérarchie, l'homme est égal à Dieu, le chef est égal à l'enfant, etc. Il se produit ce que Hobbes avait appelé la guerre du tous contre tous. Et là où René Girard a apporté une pierre très très importante, c'est qu'il nous a expliqué que le primitif, l'archaïque, inconsciemment, parce qu'il n'a pas conscience de ce qu'il va faire, mais va désigner un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire doit faire partie de cette communauté, mais il doit avoir un petit signe différent. Alors là, dans la société trobriandaise, ça va être le chef, par exemple. Parce que le chef est avec nous. C'est lui qui va faire les discours, par exemple. Il faut qu'il soit très bon orateur. C'est lui qui va peut-être régler quelques conflits. Et c'est lui qui va être l'intégrateur des différences, c'est-à-dire c'est lui qui va essayer d'être la soupape de sécurité de toute cette violence qui est en germe. Et quand cette violence est en passe de détruire la communauté va se retourner du tous contre tous au tous contre un, et le chef sera sacrifié. Et par ce sacrifice, la communauté va se réunifier. C'est la formule que j'avais trouvée, le sang coagule et nous coagule. C'est ça, ce sang qui nous lie, le titre du livre. Chaque communauté a son sang particulier qui l'a lié. C'est pour ça, par exemple, que l'immigration africaine ne peut pas réussir en France. Parce que le sang qui les a liés n'est pas le même que le nôtre. Ouais, c'est très intéressant. Que celui qui nous a liés, nous. Que derrière... Alors, je vais vous citer directement, parce que comme je vous le disais hors antenne, les auteurs que vous citez ne m'intéressent pas, pour que les auditeurs comprennent l'esprit de votre travail. Page 19 de la version que j'ai eue, ça peut évoluer. C'est un accouchement multiple. C'est ça. La femme enfante, l'homme engendre. Le rapport naturel de la femme est complété par celui de la lignée de l'homme. Engendrer, c'est participer naturellement à la conception de l'enfant, mais c'est aussi puiser profondément dans ses racines profondes, transmettre une identité et des valeurs qui sont le fruit des pères d'avant soi. Donc là, on se place dans un lignage. Là, vous venez de définir la patrilinéarité, tandis que le monde primitif est matrilinéaire.
Voilà. Et donc, votre réflexion porte là-dessus. Donc, revenons à la... Je voulais que les auditeurs aient quand même cette formule que je trouve très belle et qui correspond à peu près à l'esprit de ce que j'ai pu lire de votre livre. Voilà. Continuez donc. Matrilinéaire, l'oncle. Voilà, exactement. Le chef qui est sacrifié. On en était au chef. Donc là, on comprend en quoi le sang qui est versé du bouc émissaire va réunifier la communauté. Et René Girard explique dans certains livres qu'il y a sans doute des milliers, des dizaines de milliers de petites communautés tribales qui ont disparu parce qu'ils n'ont jamais su trouver un bouc émissaire. Donc ils se sont entretués ou sont séparés. Ils ont disparu. Ou alors ils ont peut-être fait souche ailleurs, ils sont peut-être divisés. On ne le saura jamais. Donc nous avons un niveau 2 qui est en totale cohérence avec le niveau 1. C'est une vision cyclique de l'ordo Apkao. Vous vous souvenez, on avait beaucoup parlé de ça la dernière fois. Qui est que pour créer un nouvel ordre dans un désordre totalement chaotique de la guerre du tous contre tous, on va utiliser ce bouc émissaire. Et l'ordre va revenir, mais dans un esprit cyclique. Et c'est forcément inconscient dans le monde primitif, mais il n'empêche que c'est la vision... C'est le mécanisme. C'est sans doute un mimétisme par rapport au cycle naturel. On peut très bien imaginer que, en voyant les cycles de la nature, après l'hiver vient les beaux jours, etc. Après la mort renaissent les fleurs, etc. Ces choses ont été copiées par rapport à ce que les primitifs pouvaient voir de tout simplement leur environnement. De la mort peut surgir la vie. Exactement. Donc, après tout, c'est pas très grave. C'est aussi ce que disent les chrétiens, normalement. Tout à fait. Sauf que nous, le sacrifice du Christ, c'est le dernier. C'est ça, c'est ça ce sang qui nous lie en France, c'est le sang de Jésus. Sauf que, en fait, René Girard expliquait que la rupture avec le Christ, c'est que dans le sacrifice mimétique dont vous parlez, la communauté croit que le sacrifié, que le bouc émissaire est coupable, et on la laisse croire que le bouc émissaire est coupable, alors que le scandale du sacrifice du Christ, et ce qui fait que c'est le dernier, c'est qu'il est sacrifié alors que tout le monde sait qu'il est innocent. Exactement. Et que donc sur son sacrifice, on ne peut pas construire un autre cycle, parce que tout le monde sait qu'il est innocent. Exactement, on peut même rajouter que l'image du chef primitif n'est pas patriarcale, tandis que l'image du Christ, c'est Dieu le Père incarné en son Fils. Donc c'est le sacrifice du Père qui permet la fin du sacrifice. Bon là c'est la fin du livre, on est dans les... Pardon, on est dans la toute fin du livre. C'est très bien. Chers auditeurs, j'ai un peu grillé les étapes, donc on va revenir... L'objectif du livre, c'est de montrer qu'il y a quand même une continuité que certains pourraient appeler gnostique entre les communautés primitives, le monde antique. Moi j'ai été très surpris de me rendre compte que le pater familias n'était pas du tout un patriarcat. Vous allez nous expliquer ça parce qu'on a une tendre pensée pour nos amis italiens et qui sont réputés être une société patriarcale. Et alors on y vient juste après si vous voulez, mais en tout cas le niveau 3 religieux du monde primitif est totalement en cohérence avec ces deux autres niveaux, puisque en réalité c'est la métempsychose. Vous savez, c'est cette idée que l'âme peut migrer entre plusieurs corps. Donc là, chez les Trobriandais, l'âme va vers une île. L'île de Touma, si mes souvenirs sont bons. Elle passe une existence assez paisible, et puis une fois qu'elle a envie de revenir dans le corps de quelqu'un, elle va directement dans le vagin de la femme, et c'est toujours une réincarnation d'une arrière-grand-mère du clan maternel. Donc matrilinéaire. Exactement, c'est matrilinéaire aussi au niveau spirituel. Alors, ce que vous décrivez correspond aussi, mais je crois qu'on l'avait abordé lors des émissions précédentes. Donc, chers auditeurs, vous entendez Sylvain Durin qui nous présente son livre à paraître « Ce sang qui nous lie » et qui est donc le livre sera en exclusivité au Salon de la radio de Radio Courtoisie le 16 juin prochain, dimanche 16 juin. Et il est dans la continuité d'un premier livre qui s'appelle « Le sang du Père » et des interventions que Sylvain Durin avait fait à Radio Courtoisie il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et donc, je crois vous avoir déjà posé la question, cette société primitive que vous nous décrivez, ça correspond à la question de l'incarnation qu'on trouve dans les sociétés asiatiques. Alors les sociétés asiatiques, pour être honnête, vous avez creusé ou pas? J'ai creusé un peu, mais j'ai décidé de mettre de côté parce que sinon le livre devenait trop complexe. Mais juste, est-ce que c'est juste de dire qu'on est sur un système matriarcal quand on parle de réincarnation dans l'hindouisme? Exactement, tout à fait.
Donc ça, là, c'est juste. Après, on peut creuser, on peut affiner, mais on est plutôt sur un dessin matriarcal. Exactement, même totalement. Et donc, quand aujourd'hui, en France, dans une terre qui est chrétienne, même si cela déplaît à beaucoup, on essaye d'introduire au forceps les religions plus ou moins bouddhiques, New Age et tout ce que vous voulez, on essaye de coller sur une société, à mon avis, qui a un fonctionnement assez matriarcal, une religion matriarcale. Exactement, avec la métempsychose, le retour du sacrifice, les déesses, etc. J'en parle un peu, mais j'ai décidé de ne pas creuser parce que c'est finalement la même chose que les autres. Vous nous le direz peut-être grâce à la seconde partie. Une société matriarcale est polythéiste ou pas nécessairement ? Tout à fait. D'accord. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de société matriarcale monothéiste ? On pourra en reparler avec le judaïsme si vous voulez. Bien, tout à l'heure. Pardon. Mais là, c'est la fin. On est déjà dans la fin, quoi. Bon, je vous laisse attaquer. C'est bon, j'avais peur qu'on déborde, mais non, on a déjà traité la première partie en une demi-heure. Je voulais, pour les nouveaux auditeurs qui n'avaient jamais entendu, je voulais citer un petit passage sur le niveau 3 pour vraiment se rendre compte de ce que c'est la métempsychose et de l'importance de la relation entre le fait d'imaginer une âme en migration. C'est comme s'il y avait une émanation entre l'individu qui émane sa propre âme vers un autre corps. Ça, c'est très important pour comprendre. Ce dont on parlera à la fin, j'espère, c'est le judaïsme après le Christ. Pré-chrétien, post-chrétien, d'accord. Exactement, le post-chrétien qui revient vraiment sur ces points-là. Donc, je vais faire assez vite. Si je retrouve. Donc voilà, le texte qui explique un peu la mythologie de nos amis Trobriandais. Donc après la mort, l'esprit va à Touma, donc c'est l'île de la mort, où il poursuit une existence agréable, semblable à la vie sur Terre, bien que plus heureuse. Chaque fois que l'esprit voit des poils corporels recouvrir sa peau, que sa peau se ride et se plisse, et qu'il s'aperçoit que ses cheveux deviennent gris, il mue tout simplement, et il apparaît dans un nouvel et jeune épiderme. Donc là, on a carrément l'âme qui se régénère sur cette île de Touma. Oui, c'est ça. D'accord, donc quand l'emballage est un peu usé, on sort de l'emballage. On sort de l'emballage, on se refait une jeunesse, on va dire. On se rafraîchit l'âme, on attend qu'il y ait un corps potable qui soit conçu et on revient dans le corps. Et on va y retourner. D'accord. Et ce qui nous donne, dans les textes de leur mythologie, lorsqu'un esprit devient las de ses continuels rajeunissements, après avoir mené une longue existence en dessous, comme les autochtones la nomment, ils ressentent l'envie de revenir encore à la vie. Alors d'un bond, ils retournent loin en arrière en âge pour devenir un petit enfant non encore né. Donc en fait, ils reviennent dans le temps vers les ancêtres du clan matrilinéaire. Donc ces esprits rajeunis, ces petits bébés pré-réincarnés, sont la seule source à partir de laquelle l'humanité puise ses nouvelles réserves. Ça, il faut bien le comprendre dans le monde matriarcal. Les nouvelles naissances sont toujours des réincarnations d'autres. Et c'est la seule source de toute l'humanité pour cette communauté, puisque le monde primitif... il se pense à un monde global totalement fini. Il est fini, oui. Et il est moniste, il est un. Cyclique, tout est un, tout est cyclique. L'humanité entière vient de cette île qui est une vraie île, qui pouvait voir au loin, mais qui est en même temps une île mythologique. Donc on voit bien ce qu'est la métempsychose. Cette âme qui part de nous-mêmes, qui émane vers une autre île et qui revient vers le clan matrilinéaire de peut-être dans 50 ans, son arrière-petite-fille. Ou quelque chose comme Donc, quand on est descendant de ce système-là, on ne peut pas se distinguer de nos anciens, parce que sinon, en fait, notre corps n'est pas fidèle à l'âme de l'ancien que nous portons. Exactement. Donc l'individu et l'individualisme est totalement impossible. Impossible. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans énormément de mondes, comme le Japon par exemple. Je ne sais pas si on pourra parler de tout ça. Si vous me dites que vous n'avez pas le temps de parler des bouddhistes, on verra si vous avez le temps pour les japonais. Mais je vous réinviterai. Vous savez bien qu'à chaque fois, vous avez le droit de revenir une deuxième A priori, l'article sur le Japon devrait paraître normalement dans le magazine L'Incorrect, enfin sur le site. Donc j'invite les auditeurs à aller faire un tour. Peut-être qu'il est paru, je ne sais pas. Donc là, pour la première partie, on voit bien les 3 niveaux sont en cohérence. Il y a la vision cyclique, l'indifférenciation globale et le fait que l'incarnation est impossible. Ça, c'est vraiment très important. L'incarnation est toujours brisée par le cycle. Le cycle naturel, vous savez, c'est l'éternel retour de Nietzsche, etc. On est dans ce monde-là de l'archaïsme et du sang qui doit forcément régénérer la communauté par l'ordo abkao, par le prisme du bouc émissaire. Donc là, on est dans l'archaïque, on est dans le primitif, quoi.
Donc si vous voulez, on passe à la deuxième partie. Ah oui, je vous laisse faire parce que comme de toute façon, je vous interromps très souvent. Qui se nomme donc « Au commencement était la volonté » et donc je repars sur le monde antique et je commence avec, vous savez, l'image du roi prêtre dont nous avions aussi parlé la dernière fois et qui finalement ressemble beaucoup à ce chef primitif avec un côté qui nous plaît beaucoup plus puisque c'est un côté européen qui nous parle plus. Mais finalement, si on creuse ce roi prêtre, il va avoir aussi ce rôle double qu'avait aussi le chef. C'est pour ça que c'est pas parce qu'il y a un roi que nous sommes en patriarcat. Il faut voir quel est le rôle de ce roi. Le roi prêtre pré-chrétien, il gère le politique, il gère l'économique, il gère le religieux. Et quand le temporel et le spirituel ne sont pas séparés, nous ne sommes pas en patriarcat. C'est aussi une règle qu'il faut absolument comprendre. Et comment se passait la vie de notre cher roi prêtre ? C'était lui aussi une figure du bouc émissaire. Puisque si une société... Donc là, je passe de communauté primitive à société primitive. C'est un peu arbitraire, mais j'ai décidé de... Il faut bien commettre des arbitrages, parce que sur tant de milliers d'années, on est obligé de faire une coupure. Donc, juste pour nous, pour qu'on puisse avoir notre imaginaire qui suive un personnage, ce que vous appelez le roi prêtre, c'est Pharaon ? Alors le roi prêtre, là, je me contente de parler du monde européen. Donnez-nous un nom, par un exemple, coupable. Là, le premier que je nomme dans le livre, c'est le prêtre Némi. Donc les gens peuvent aller voir ça s'ils veulent. C'est raconté par Marou, un historien. Donc ce prêtre-là, pour devenir roi, il doit tuer son prédécesseur. Donc on est bien dans un cycle violent, matriarcal, mimétique. Il y a toujours une mise en scène de rivalité mimétique qui se fera entre le nouveau roi et l'ancien. L'ancien roi, parce que soit la fertilité des femmes est mauvaise, soit les récoltes sont mauvaises, soit les guerres sont perdues trop souvent en trop peu de temps, on va décider de le déposer. On va déposer le roi sur une pierre sacrificielle. On va lui couper la tête ou le hacher en morceaux ou toutes les choses abominables que vous pouvez imaginer. De ce fait... Nous, on faisait ça, nous, les Indo-Européens ? Tout à fait. Ouais. Ça s'est fait en France ? Alors en France, je sais pas, mais en tout cas, ça s'est fait... Chers auditeurs, au secours. Le prêtre Némi, c'est pas en France. Mais, d'accord. Et dans le monde germanique et celtique, ça se faisait beaucoup. Mais c'est la France qui va inventer le patriarcat, on en reparlera juste après. Et où en étais-je ? Oui, donc ce prêtre était déposé, ce roi prêtre était déposé. Et là, c'est très important parce qu'on retrouve l'espèce de migration de la souveraineté, la migration des âmes. La souveraineté du roi remonte au ciel, à une déesse, et cette souveraineté va redescendre sur un nouveau roi prêtre qui va être élu. Si on pouvait parler de la démocratie avec Étienne, on pourrait parler de ça, les premiers rois élus. Pourquoi est-ce qu'ils étaient élus et par qui ? Et donc on se rend bien compte que ce roi prêtre n'est pas un roi patriarcal parce qu'il est considéré, on en avait parlé la dernière fois, comme l'époux d'une déesse. Michel Rouche cite par exemple la déesse Moueb, c'est une déesse celtique, qui était mariée avec un peu plus d'une dizaine de rois. Je ne sais plus exactement combien, c'est inscrit dans le livre. Et pour avoir la souveraineté, pour avoir le pouvoir, le roi devait épouser une déesse. C'était obligatoire. Donc en fait, le chef n'est que l'époux ou le dépositaire du pouvoir de la déesse. Voilà, la souveraineté est fondamentalement féminine et les d'essence féminine d'une déesse. Et là, j'avais cité la dernière fois l'étymologie du mot king, vous savez. On peut faire la double étymologie pour le mot roi. L'étymologie du mot roi, donc, c'est une origine indo-européenne. Il y a la racine reg, qui correspond au latin rex. Il y a le védique raj, R-A-J, et en gaulois, c'était rig ou rix. Par exemple, le Maharaja, ça signifie le grand roi en Inde, et Vercingétorix, c'est le très grand roi des guerriers. Vous voyez, les racines sont là. Et cette racine-là, elle nous montre quoi ? Elle nous montre le côté positif du roi, c'est-à-dire c'est celui qui doit tracer une ligne, il doit incarner en même temps ce qui est droit et ce qui est juste. C'est la première racine rex. Mais en général, on s'arrête là. Le roi, c'est celui qui dirige, mais il faut aller plus loin. Il y a une seconde origine qui est pour moi, dans mes travaux, beaucoup plus parlante. C'est la racine gène, G-E-N, qui signifie naître. Et en fait, elle va nous expliquer d'où vient la lignée du roi. Et ça a donné... par exemple, en grec, c'est Génos, et latin, c'est Jean, G-E-N-S.
Donc la lignée est à la racine de nombreux mots français, comme la genèse, la génétique, etc. Ça va donner Guenièvre, vous savez, la femme du roi. Et en fait, c'est féminin, ça signifie femme. Donc par cette étymologie, on se rend compte que la lignée de la souveraineté du roi, elle vient d'une déesse. Elle vient d'un principe féminin. Et donc, ça, dans mes toutes premières recherches, je tombais des nues de voir que... Et en fait, contrairement à ce que disent mes meilleurs amis, les féministes exacerbés, on est bien sur des systèmes... la femme a toujours été présente. La féminité est absolument au cœur des sociétés. Les premières femmes... Ce dont je n'ai jamais douté, mais moi, je viens d'un lignage de bonnes femmes, donc... Il suffit de voir les premières Vénus, pour voir à quel point les femmes étaient déifiées. Elles étaient considérées comme les épouses des dieux. Enfin, elles donnaient naissance de manière magique, puisqu'on n'avait pas, comme on l'a dit au début, la connaissance du rapport physiologique. Donc forcément, la magie était tout de suite présente dans la naissance. Et c'est aussi pour ça que je propose le concept du matriarcat sacrificiel. Parce que dans le concept de matriarcat, ça ne me suffit pas, parce que matriarcat, à la limite, ça pourrait correspondre au premier niveau. Ok, c'est un système matriarcal. Mais ce qui articule et ce qui lie les 3 niveaux, c'est quand même le sacrifice. C'est quand même le sang qui permet de régénérer la communauté, qui permet de légitimer le pouvoir de ce matriarcat-là, parce que s'il n'y a pas de sacrifice, un jour, cette communauté va disparaître. Donc c'est pour ça que je propose ce concept de matriarcat sacrificiel. Et c'est pour ça que le titre de l'émission s'appelle « Père, matrice des civilisations », parce que moi je vous réponds que dans le sacrifice, et c'est ce que nous montre l'Afrique, en tout cas à ce jour, peut-être que dans quelques dizaines ou centaines d'années, nous verrons émerger une civilisation puissante en Afrique, mais pour l'instant, au vu de ce qu'on a de l'histoire des hommes, l'élimination régulière du différent ou du meilleur ne permet pas la construction d'une civilisation. Voilà. Et donc on a besoin... après, c'est instinctif et j'espère que vos travaux nous permettront de comprendre que c'est plus que de l'instinct. Sans un dispositif qui permet aux différents de sortir de ce chemin de sacrifice, c'est la construction d'une civilisation avec l'ordonnancement d'une culture, d'un État, d'un système juridique me semble difficile. Voilà. C'est exactement ce qu'on peut... c'est exactement par ce biais qu'on peut opposer la communauté à la société. On va se rendre compte, notamment avec la démocratie pour le coup, qu'après une crise en Grèce, en grec c'est la stasis je crois, qui n'est ni plus ni moins qu'une crise sacrificielle. Il faut juste avoir la bonne loupe en fait pour lire les événements. Les Grecs ne vont pas réinventer du sacrifice, ils vont inventer la démocratie avec le tirage au sort. Mais qu'est-ce que c'est le tirage au sort ? Donc ils vont essayer en fait de trouver... Donc on est quand même dans une réflexion, c'est-à-dire que dans l'Antiquité indo-européenne, les Grecs essayent de trouver une autre solution. Exactement. Que le sacrifice du chef ou de celui qui se différencie. Peut-être parce qu'ils ont l'instinct que parfois celui qui est différent peut trouver une solution pour le groupe. Là où on est vraiment dans l'inconscient, j'ai l'impression, dans l'instinctif pur du primitif et de l'archaïque qui se laisse aller dans le cycle perpétuel, il est vrai que le monde indo-européen a tenté des rites, a tenté des lois, des structures anthropologiques pour détourner ce mécanisme. Mais j'ai la faiblesse de penser que c'était quand même inconscient et qu'ils n'avaient pas conscience de la genèse de la culture en réalité. Et donc, qu'est-ce que le tirage au sort ? C'est peut-être les chefs qui voulaient éviter d'être sacrifiés qui ont fini par inventer des systèmes pour... pour survivre. Vous avez cité la dernière fois, j'ai oublié son nom, il est cité dans le livre, ce fameux mérovingien qui avait tué 700 nobles pour éviter de se faire tuer lui-même, qui pensait éviter au matriarcat sacrificiel, mais il en a été le plus beau fer de lance, quoi. J'ai oublié son nom, mais les auditeurs et les futurs lecteurs le retrouveront sans problème. Et donc si on réfléchit 5 minutes, qu'est-ce que le tirage au sort ? Le sort, qu'est-ce que c'est ? Le tirage au sort de qui ? De quoi ? Qui est au-dessus du tirage au sort ? Alors que les primitifs mettaient leur survie dans des dieux, nous, on va nous faire croire qu'on met notre survie dans la raison. Le tirage au sort, c'est un acte raisonnable. C'est la raison, soi-disant, si supérieure, qui va décider par le sort qui va sortir de ce tirage. Vous voyez ce que je veux dire ?
Donc la question que je pose quand je vois un peu comment fonctionnait l'Antiquité, c'est quel dieu se cache derrière le tirage au sort. Et là, il faut vraiment creuser pour se rendre compte que d'accord, il y avait la démocratie, le tirage au sort, etc. Mais dans le même temps, il y avait toujours le panthéon des dieux et des déesses. Il y avait les Pythies, notamment avec les oracles. Est-ce que vous mettez dans ce cycle le sacrifice des faibles? Pardonnez-moi, chers auditeurs, j'ai cette civilisation sur le bout de la langue qui était connue pour son courage et la rudesse avec laquelle ces jeunes étaient élevés, les Spartiates. Oui, exactement. Oui. Bah, c'est ce peuple qui utilisait les Pythies, notamment, qui étaient des sortes de prêtresses qui donnaient les paroles d'Apollon. Et ce système-là n'est pas du tout un système patriarcal. Parce que qu'est-ce que la démocratie ? Il faut peut-être commencer par là. Même aujourd'hui, dans notre modernité, qu'est-ce que la démocratie ? Quand la démocratie, la Ve République, avec le système électoral actuel, il y a une campagne électorale, et là, tout d'un coup, il va y avoir une indifférenciation absolument généralisée, puisque chacun va être l'égal de tout le monde. Une voix, enfin, un individu, une voix. Vous, admettons, vous êtes spécialiste de... Moi, j'avais pas le droit de vote sous l'Antiquité. Non, mais là, je parle vraiment d'aujourd'hui pour que les gens comprennent ce qu'est la démocratie, en quoi elle est sacrificielle, la démocratie. Après, je pouvais nuire à mon époux, mais j'avais pas le droit de vote. C'est vrai, vous n'avez pas le droit. Les enfants non plus, et puis beaucoup d'hommes non plus n'avaient pas le droit de vote. La capacité de nuisance des femmes, chers auditeurs, notamment vous qui êtes ronchons et d'une autre génération, vous savez qu'elle peut être puissante, même si on n'a pas le droit de vote. Et chez les Spartiates, les femmes avaient un très très grand pouvoir, un très grand rôle. Mais essayons de finir sur la démocratie. Donc tous les individus d'une communauté ou d'une nation sont mis au même niveau, ils ont un droit de vote, de mettre un petit bulletin dans l'urne, que vous soyez spécialisé dans un domaine ou non, tout est en indifférenciation. Et ça crée des conflits énormes dans les sociétés. Regardez les dernières élections présidentielles, tout d'un coup tous les problèmes des sociétés remontent, alors que dans une société qu'on pourrait imaginer beaucoup plus linéaire et non cyclique, on peut imaginer régler des problèmes. Mais là, quand vous êtes face à une masse, il faut la séduire. Donc vous faites remonter des peurs, vous faites remonter ceci, vous faites remonter cela. C'est complètement émotionnel. Alors pour en revenir à Étienne Chouard, pour ce que j'ai compris, il défend le tirage au sort, non pas pour dire que le sort ou Dieu, lui ne croit pas en Dieu, mais désignerait les meilleurs, mais en disant que le tirage au sort présente un tel danger que quand on réfléchit en termes de tirage au sort, immédiatement, on prévoit des dispositifs d'encadrement du pouvoir. Or, ce qu'il conteste aujourd'hui, c'est que les gens qui ont le pouvoir, en fait, ne sont pas encadrés par la communauté. Oui. Voilà. Alors, je vais finir sur l'aspect démocratie électorale. En réalité, pendant une campagne électorale, nous vivons une crise sacrificielle avec une indifférenciation généralisée. Et le sacrifice, c'est l'élection. Celui que vous mettez au pouvoir, c'est le futur bouc émissaire. De toute façon, là, tous les problèmes que vous allez avoir dans votre vie, ce sera de la faute du prochain président. Alors c'est très très drôle parce qu'il y a encore 25 ou 30 ans, ça mettait un peu plus de temps à arriver, ce moment critique. Au bout de... Mais là, ça dure 2 mois maintenant. Oui, c'est ce que j'allais dire, 100 jours. Au bout de 100 jours... Au bout de 100 jours, c'est fini. Tout est de la faute de Macron ou tout est de la faute de... Enfin, ça aurait été un autre, ça aurait été absolument pareil. Oui, mais bon, après c'est... Et c'est un nouveau cycle qui commence de 5 ans aujourd'hui chez nous. Et puis l'ordre nouveau apparaît, maintenant il dure plus que 100 jours. Et le chaos dure quand même plus de 4 ans. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est à quel moment on sort du chaos. Parce qu'on se rend compte qu'il y a le grand chaos des élections. Pour avoir été dans le champ politique, on ne s'en rend pas compte, notamment quand on se désintéresse de la compétition électorale. Mais en fait, il y a des élections pratiquement tous les 2 ans. Voire même moins. Et les équipes politiques, y compris d'ailleurs une partie de l'administration, qui devrait être au service des Français, a juste 6 mois de pause entre 2 élections, puisqu'une élection se prépare 1 an en avance. C'est-à-dire que les équipes sont déjà prêtes 1 an en avance. Donc autant vous dire que l'ensemble du système politique n'est pas toute tendance confondue, chers auditeurs, n'est pas au service de la construction du pays, n'est pas dans une projection à long terme, mais vous avez affaire à des sportifs qui jouent des compétitions. Exactement. Et donc, ils sont pas sélectionnés pour leur capacité de réflexion ou de projection,
Ils sont sélectionnés pour leur capacité de séduction sur un temps court et à tenir physiquement une campagne électorale qui est effectivement très difficile. Et pendant les 5 ou 6 ans à venir, en fonction du mandat, leur seul objectif, ça va être d'intégrer les différences. Exactement comme notre chef primitif. Comme votre chef primitif, c'est ce que j'allais dire, de ne pas être éliminé. Et surtout éviter le pire, éviter la guerre civile. À coup de subventions en banlieue, à coup de loi de je ne sais quoi pour quelle minorité. On essaie d'en donner un petit peu à tout le monde, de taper sur ceux qui se laissent faire. En général, aujourd'hui, il y a les gilets jaunes. Alors, je fais une incise sur les gilets jaunes, puisque j'ai commencé mon livre, vraiment le processus d'écriture, avec le début des gilets jaunes, et je l'ai fini avec Notre-Dame. Donc vous voyez un peu le cycle. C'est beau comme symbolique, dites-moi. Le cycle d'écriture dans lequel j'étais. Et j'aimerais apporter un petit éclairage sur les gilets jaunes, puisque vous me donnez le micro. Je pense que les gilets jaunes sont vraiment au cœur de mon travail. Pourquoi ? Parce que je parle du gilet jaune du début, je parle pas des gauchistes d'aujourd'hui ou des Black Blocs. Je parle vraiment de... Il y a encore des gilets jaunes du début qui continuent, notamment dans les campagnes, qui tiennent encore. Vers chez moi, ils ont arrêté depuis longtemps. Mais c'est vraiment la défaite de la famille nucléaire. Je m'explique en 2 petites minutes. Vous avez un peuple français qui a été construit depuis des centaines et des centaines d'années autour de ce concept de famille nucléaire, même de famille conjugale, qui est c'est une vision très très chrétienne de la famille. Et nous n'avons pas changé, nous sommes restés les mêmes, nous avons la même anthropologie. Face à nous maintenant, il y a une espèce de mâchoire infernale, c'est la mâchoire des communautaires. Il y a la famille communautaire du haut, avec les grandes écoles, le système bancaire, le système de népotisme, tout ce que vous voulez. Le clan, vous voyez, la tribu, c'est la tribu du haut qui nous mange par le haut, et puis la tribu communautaire du bas par l'immigration, puisque les peuples qui viennent chez nous aujourd'hui sont des peuples profondément ancrés dans le matriarcat. Le Maghreb, l'Afrique, c'est très 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 matriarcal. Et le gilet jaune, c'est ça, c'est la famille nucléaire qui va sur le rond-point et qui dit mais ça suffit, où est la méritocratie en fait? Nous, on n'a pas de réseau, puisque notre objectif, c'est de montrer qu'on sait faire des choses et de réussir par notre capacité, pas parce qu'on connaît un cousin qui fait ceci ou cela. Donc c'est la petite incise que je voulais faire sur les gilets jaunes, en tout cas du début. Et aujourd'hui, on voit d'ailleurs, c'est les communautaires qui prennent le pas petit à petit sur le mouvement de base. C'est les clans politiques. Les clans amicaux, parce que des liens d'amitié se sont tissés au cours des combats, et un certain nombre de personnes qui n'étaient sans doute pas suffisamment averties sont en train de se faire récupérer effectivement sur le plan politique. Oui, c'est... Alors, revenons donc, nos gilets... non, pas les gilets jaunes. Les gilets rouges sanglants. Notre grand prêtre qui essaye de trouver des solutions pour échapper au sacrifice. Voilà, ensuite, donc là nous sommes au niveau 2 du système indo-européen. Et si nous regardons le niveau qui va faire le plus grincer des dents, le niveau 1 avec le fameux pater familias, j'ai même beaucoup creusé la question. Et le fameux pater familias, en fait, c'est un chef de tribu. C'est-à-dire que c'est un homme, effectivement, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est un homme. Et souvent, c'est le plus vieux du clan, parce que ça fonctionne en clan. Et ça va être celui qui va, je vous le donne en 1000, essayer d'intégrer les différences avec toutes ces indifférenciations qui sont une sorte de famille souche, en fait, famille communautaire, on pourrait appeler ça comme ça, qu'il a devant lui et qui doit gérer. Et en aucun cas, il ne peut incarner le père en tant que véritablement le père de la famille patriarcale, parce toute son énergie va être vouée à ça. Alors ça explique pourquoi il a autant de pouvoir, parce que sans ce pouvoir de violence et de contrôle sur les femmes qui sont dans son clan, sur ses fils, sur ceci ou sur cela, il serait totalement déposé lui aussi. Parce que s'il a tous ses pouvoirs, c'est parce qu'il est responsable. Donc si demain la famille périclite, c'est sans doute lui qui sera le bouc émissaire de l'histoire. Et on peut aussi dire à nos amis féministes qui nous écoutent malheureusement pas, que quand elles nous parlent du patriarcat, elles nous parlent du patriarcat du 19e. Le patriarcat est déjà, c'est ce que vous disiez, abîmé. Voilà, c'est ce que j'appelle clairement dans le bouquin le patriarcat dégénéré. Alors que le père du 19e est déjà amputé de toute sa transcendance. Balzac, en coupant la tête de Louis XVI, la Révolution a coupé la tête de tous les pères de famille. Voilà, c'est Balzac qui dit ça. Balzac qui dit ça.
C'est clair comme de l'eau de roche. Par mes enfants, je suis amenée à relire un certain nombre d'auteurs du 19e et ils ont vraiment une vision de la famille qui est détestable. Détestable. Ce qu'ils racontent sur les familles est détestable. Donc je me disais, si les jeunes gens ont lu et ont construit leurs schémas familiaux sur une dégénérescence, sur cette vision de la famille, je comprends que dans les années 50, ils aient voulu tout faire sauter. Exactement. Donc, comme j'avais essayé de l'expliquer la dernière fois, la famille, si on la prend sur la symbolique de la croix, avec l'homme qui serait évidemment la partie transcendantale, la partie verticale, et la femme qui serait la partie horizontale, on se rend compte de la nécessité de la complémentarité et non pas de l'égalité qui est le voile de l'indifférenciation. Et si vous remarquez une chose qui est très très importante, c'est que pour faire famille, pour faire croix, il faut une partie verticale qui soit parfaite. Il faut qu'elle soit droite, il faut qu'elle tienne debout contre vents et marées. Là-dessus, on est totalement d'accord. Ça, c'est possible quand on est accroché au bon Dieu. Exactement. Il prend ses racines, comme vous aviez dit tout à l'heure, dans ses pères, donc racines aussi dans la terre, mais il prend aussi ses racines dans le ciel. Mais celle qui va faire vraiment le côté positif de la famille, c'est quand même la femme. Parce que dans une croix, si la femme est trop basse, nous n'avons pas une croix qui nous intéresse, nous, en tant que chrétiens. Il faut que la femme soit pleine de grâce et pleine d'amour, et qu'elle tienne son rôle, son véritable rôle. Et c'est ce que j'explique dans l'avant-propos du livre, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une croix qui est quasiment inversée, où la femme prend la place. C'est comme si la partie horizontale était obligée de monter tellement haut par rapport à la partie verticale qui tombe, que nous serions comme ça en espèce de trébuchement, vous voyez, dans notre croix qui serait en fait posée sur la partie horizontale, parce que la partie verticale est totalement brinque-ballante. C'est pour ça, je pense que le féminisme et tous les courants, j'allais dire pro-femme, mais moi je ne suis pas anti-femme. Il faut trouver d'autres termes, mais tous ces courants... Je crois que c'est pas des courants pro-femmes. Quand vous les entendez, elles ne sont pas pro-femmes, elles sont anti-hommes. Exactement. C'est pas du tout la même chose. Mais elles se nourrissent de ça. Elles se nourrissent de cette croix qui est... Elles ont et on le disait hors antenne, mais je ne sais pas quel père elles ont eu, quel frère elles ont eu, quel grand-père elles ont eu pour détester à ce point les hommes. C'est vraiment une question que je me suis posée. Et depuis notre dernière rencontre, il y a un peu plus d'1 an, je ne sais pas si tu as remarqué ça, c'est beaucoup accéléré dans le domaine culturel. Oui. C'est exceptionnel. Oui, notamment la dernière chanson qu'on m'a envoyée Angèle. Oui. Balance ton quoi. Balance, oui, c'est qui est réalisé. Enfin, il y a beaucoup de moyens derrière. Il ne faut pas croire que c'est une belle opération de propagande. Oui, tout à fait. C'est très très bien fait. Et on est vraiment là-dedans. Il y a tous les poncifs du féminisme qui sont rassemblés en une chanson. Toujours pareil, mais là on s'écarte de votre sujet. Moi je me pose quand même la question, ces gens-là détestent l'image du père, notamment du père, mais je pense que le problème c'est Dieu qui se cache derrière le père, mais font des clips, chers auditeurs, vous n'aurez pas vu cette bande son plus image de Angèle. Enfin, je pense que peu d'entre vous l'auront vu, mais c'est vulgaire, stupide, mais fait pour expliquer que les hommes agressifs, c'est tous des Français. Hein, je vous rassure tout de suite. Oui, tout à fait. Et 14 millions de vues en une semaine. Il faut se rendre compte de l'impact de ces... Oui, alors, pour avoir des ados à la maison... Je pense que les ados ne font pas attention au message. Ce qui leur plaît, c'est le mouvement, c'est rigolo, mais la gauche a toujours su faire ça, c'est-à-dire par de la musique ou du spectacle sympathique, introduire un certain nombre de messages. Est-ce qu'on n'est pas face à un baroud d'honneur aussi ? Je me pose la question. Non, mais c'est un message d'espoir, il faut y aller. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Parce que pour qu'ils soient obligés d'envoyer la grosse Bertha, c'est que quand même... la grosse Bertha, elle est mignonne, cette petite qui chante. Mais quand vous voyez les campagnes, les trucs à la télévision et tout, moi, je me demande quand même si on n'est pas dans un... ils ne se rendent pas compte que leur propagande ne prend pas. Ils essayent d'augmenter les doses pour essayer d'avoir un peu de prise.
puissiez-vous dire vrai, moi je serais plus... Je suis une optimiste désespérée. Chers auditeurs, vous pourrez lui dire à Sylvain Durin, lui confirmer que je crois en des trucs incroyables. J'espère en des trucs incroyables. Non, je suis quand même assez en contact avec la jeunesse et ça fonctionne bien quand même. Vous pensez ? Ouais, ça s'ancre dans les esprits, même si inconscient. C'est surtout de l'inconscient, c'est du ressenti. Ce qui est merveilleux, c'est qu'après ça, les jeunes gens n'oseront plus regarder une jeune femme. Et quand vous vous placez à la sortie des lycées, vous voyez comment les filles attaquent les garçons. Et vous vous dites... C'est pour ça que la question de la virilité se pose réellement. Parce que plus tard dans la relation de séduction et de construction d'une vie collective mixte, il y a un équilibre à trouver. Alors moi, j'ai quand même assisté à des scènes où le comportement des jeunes femmes des jeunes filles vis-à-vis des garçons, que ça soit dans leur méthode de séduction ou leur façon de rentrer dans un groupe de garçons qui discutent tranquillement et d'aller provoquer, ce sont des méthodes qui sont agressives, qui sont dangereuses et qui ne sont pas constructives et qui enferment en plus les jeunes femmes dans un mode de relation aux garçons qui n'est pas constructif pour la société. Je réfléchis un peu en politique, c'est-à-dire que moi, ce que je vois là-dedans, c'est des couples qui peuvent derrière avoir des enfants bien élevés, à qui on transmet des capacités de création, que ce soit sur le plan économique ou philosophique. Et je vois mal comment des jeunes femmes qui ne sont pas capables de respecter, parce qu'en fait, les filles ne respectent pas les garçons. C'est aussi Moi, c'est un regard de femme, et je suis très choquée par le manque de respect des jeunes filles vis-à-vis des garçons. Moi, je vois ça un peu comme, même ce clip-là de Angèle, je vois ça vraiment comme des moyens, c'est là où je suis un peu optimiste quand même, ce sont des moyens un peu cachés de dire aux hommes, mais jusqu'à quand tu vas pas te réveiller, quoi, en voyant tout ça. Là, quand tu me parles d'une fille qui agresse quasiment un garçon, c'est aussi un moyen pour lui de se réveiller. Ils sont tranquilles dans leur coin en train de jouer sur leur téléphone. Je dis pas que c'est intelligent, et il y a les filles qui commencent à leur sauter dessus, à blaguer, à piquer les téléphones. Il y a quand même la sphère du garçon qui est violée par la fille, pardonnez-moi, mais en termes relationnels, vous avez quelqu'un qui est tranquille dans son coin, et visiblement, moi j'ai 2 scènes en tête, ils étaient dérangés. Alors vous pouvez me dire, oui, il vaut mieux qu'il regarde la fille que son téléphone portable, mais la méthode me paraît tout à fait inappropriée. Alors, un commentaire d'auditeur. Bonsoir. Une précision, le prêtre Némi n'est autre que le prêtre de Némi, prêtre de Diane, vénéré au sud de Rome, à Némi, près de Castel Gandolfo, au bord d'un lac volcanique où il y a aujourd'hui, je pense, un petit musée. Le gigantesque bateau qui a brûlé presque entièrement durant la dernière guerre. Renan évoque ce culte étrange dans une de ses œuvres. Bonne soirée à tous. C'est exactement lui dont je parlais. C'est de ça. C'est exactement ça. Donc, il est à la racine de la société patriarcale, entre guillemets, italienne. Selon l'auditrice ? Non, selon moi. Ah, d'accord. Alors que moi, pour moi, c'est une résurgence du matriarcat. Oui, c'est ça. Non, mais parce qu'on dit souvent que chez les Italiens, c'est... Société italienne est une société extrêmement matriarcale. Et on le voit même quand on y va, notamment avec le culte du macho, qui n'est pas du tout une figure virile en réalité. Mais j'adore les Italiens, donc je vais pas parler de ça. C'est pour ça que je dis que parlons du Japon plutôt. On s'étendre pour nos cousins italiens. Oui. Je vous ai distrait, vous étiez en train de nous parler donc on a vu l'organisation, donc la question de la démocratie dans les sociétés antiques. Oui. Et je voulais vous parler maintenant, je crois, de la philosophie. La philosophie et la religion, oui, tout à fait. Et pour cette partie-là, je suis remonté à Parménide et à Héraclite. D'accord. Autant remonter à la source. Et j'ai retrouvé en fait ces nombreux points du matriarcat qui sont le monisme, la métempsychose et la migration des âmes. Donc là, je peux peut-être citer par exemple un petit passage. C'est toujours très très beau, hein, vraiment. On a une culture, on a une très belle culture européenne. Donc vous ressortez fiers de notre culture, même quand elle est un peu matriarcale. On a de belles racines. Comme je sais que beaucoup de mes proches vont me reprocher beaucoup de choses qui seront dans ce livre, mais j'ai une grille de lecture, je dois l'appliquer à... Oui. Même aux choses que j'aime, je dois être honnête et dire, voilà, là, ça c'est un point de matriarcat, et puis
tous les principes y sont, donc on est dans du matriarcat sacrificiel. Techniquement, oui. Techniquement, mais bon, les chants des chasseurs, des Guaranis, c'est magnifique. Enfin, c'est vraiment grandiose. Mais c'est pas du patriarcat. Donc je vais vous retrouver ça tout de suite. Et donc, chers auditeurs, je me permets donc de vous rappeler que vous entendez Sylvain Durin qui nous présente son livre à paraître pour le 16 juin, donc le jour de la fête du livre de Radio Courtoisie. Vous aurez le plaisir de pouvoir vous procurer directement au Salon du Livre le livre de Sylvain Durin sur la paternité. Donc le titre exact, c'est « Le sang qui nous lie », paru aux éditions du Verbe Haut, que vous pouvez retrouver sur leur site internet. Et donc, est-ce qu'on peut dire la préface peut-être ? Oui. La préface est en cours d'écriture. Elle est en cours d'écriture par Pierre Hillard. Donc c'est Pierre Hillard qui écrit la préface. Et j'aurai également la chance je suis entouré par 2 amis vraiment, d'avoir une postface d'un philosophe que j'adore, qui est un ami qui s'appelle Charles Robin. Et voilà. Donc ce sera vraiment un livre complet. Je suis vraiment très heureux d'avoir cette préface et cette postface. Attendez, vous êtes jeune, j'espère que vous en aurez d'autres, des livres. J'allais dire des bébés, des livres. Je crois qu'après un accouchement comme ça, on a envie de prendre quelques années de réflexion. Donc j'ai retrouvé mon petit Parménide. Donc c'est sur la nature ou sur les temps. Donc c'est des fragments uniquement qu'on a pu retrouver. Donc là c'est vraiment le texte fondateur de la mythologie de Parménide, sur laquelle est basée toute la suite. Donc là je cite. Les juments qui me portent ont guidé aussi loin que mon ardeur peut atteindre, quand leurs pieds me menacent sur la voie qui dit tant, voie de la divinité, qui porte le vivant qui sait. Par là j'étais porté, par là me portaient les juments qui tant indiquent, tirant le char. Là ça devient important. Les jeunes filles ouvraient la voie, l'axe brûlant dans les moyens lançait un cri de flûte, car il était activé de part et d'autre par les 2 cercles tourbillonnants, tandis que pour guider s'élançaient les jeunes filles nées du soleil, qui avaient délaissé les demeures de la nuit pour la lumière, repoussaient des mains les voiles de leur tête. Là, on touche à quelque chose qui rejoint à un point dont j'avais parlé lors des dernières émissions, c'est que les communautés ou les sociétés qui adorent le soleil ne sont pas des sociétés patriarcales. Là, par exemple, les jeunes filles sont des déesses du soleil, comme par exemple l'empereur du Japon, pour revenir là-dessus. Il est considéré comme un fils direct de la déesse du soleil. Et c'est pas un principe patriarcal. Donc je continue. Et moi, la déesse, en toute bienveillance, m'accueillit. Elle prit ma main droite dans sa main. Elle proféra ces paroles en s'adressant à moi. Donc là, je passe parce que c'est un peu trop long. Donc en réalité, on voit que c'est la déesse qui a la souveraineté, encore une fois, de la vie. Là, elle explique ensuite qu'est-ce que la vie, etc., les temps, etc. Mais c'est un peu trop compliqué, on a plus beaucoup de temps. Donc je voulais juste vous montrer encore une autre qui montre le fait que dans l'Antiquité, il y a cette idée de cycle et du mouvement perpétuel. Là, par exemple, l'univers est mouvement et n'est rien d'autre que cela. Ce mouvement est de 2 sortes. L'une ayant une puissance de produire, là c'est très important, l'une ayant une puissance de produire et l'autre de pâtir. À chacune compte à son tour un nombre illimité de cas. Dans leur rôle, donc c'est Homilias qui construit et c'est Tripséos qui détruit, et il y a un frottement entre les deux. Dans leur rencontre et leur frottement, naissent en nombre illimité des rejetons qui vont par couple, un senti et une sensation, etc., etc. Là, ce que je veux mettre en avant, c'est l'idée de l'ordo ab chaos. Sauf qu'à la différence de votre société primitive, là, la confrontation permet de créer des choses nouvelles, alors que dans votre société primitive, il n'y a pas de nouveauté après le sacrifice. Il y a toujours on voit par exemple dans l'Antiquité de nouvelles lois qui arrivent, ou par exemple, on parlait de la démocratie tout à l'heure, qui arrivent pour refonder un nouveau cycle. On est toujours dans le... Oui, mais on essaye d'innover, c'est-à-dire qu'on ne cherche plus on cherche à sortir de la répétition de ce qui se faisait dans le temps ancien. Donc on approche une conception linéaire. Alors qu'on est dans une conception totalement cyclique en réalité. Oui, d'accord, mais parce que nous ne sommes pas mûrs encore. On a cet avantage, exactement. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis communauté et société. Parce qu'on a cet avantage de toujours inventer quelque chose qui va nous mener plus tard vers
vers ce qui nous intéresse. Mais dans les textes eux-mêmes, ils sont présents, là je le retrouve plus, mais il y a vraiment cette idée du monde, tout est un, comme dans le monde primitif. Et c'est la base de la philosophie antique. De la philosophie antique, c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les discussions modernes aujourd'hui sur les trucs zen, là, où le noir et le blanc s'équilibrent, le yin et le yang. Et c'est aussi ce qu'on retrouve beaucoup dans des raisonnements un peu maçonniques, où on vous explique qu'il faut chercher le compromis, l'équilibre, et le fameux exercice de la thèse, antithèse, synthèse, qui est impossible, parce que la vérité n'est pas un compromis. Ne vous énervez pas. Là, par exemple, je peux citer Marc Aurèle, et qui m'a beaucoup surpris. J'ai lu Marc Aurèle déjà il y a de nombreuses années, mais j'avais pas cette grille de lecture. Oui. Marc Aurèle sur la mort. C'est une dispersion s'il n'y a que des atomes, mais s'il y a retour à l'unité, c'est une extinction ou une émigration. On a... Bon, il faudrait tout citer, je peux pas tout citer. Ah non, vous en laissez pour les auditeurs qui puissent lire. On a tout est là en fait, vraiment tout est là. Mais on voit ce surplus, moi qui m'a beaucoup intéressé, de notre monde européen, indo-européen, qui a construit des beautés incroyables pour je suis assez d'accord quand même sur cette idée un peu de progrès, quoi. Il y a un peu de progrès quand même à chaque fois. On essaye de s'en sortir. Ouais. Donc quelque chose a permis à la communauté primitive de s'ancrer dans du long terme et peut-être la mémoire. Ils ont gardé mémoire des sacrifices précédents et ils essayent de sortir du système de sacrifice. Je vous pose la question comme ça. C'est une piste à explorer. Moi, vraiment, j'ai fait mon travail d'anthropologue, entre guillemets, même si je ne suis pas anthropologue officiel. De poser là vraiment ce livre, je pose les bases de ce qui j'espère sera une réflexion plus grande au fil des années à venir, quoi. Chers auditeurs, si vous avez des livres à recommander à Sylvain Durin pour qu'il puisse avoir un deuxième bébé livre pendant 2 ans, surtout n'hésitez pas. Et venez avec votre petite liste de lecture au Salon du Livre de Radio Courtoisie, comme ça, en même temps que vous lui prenez un livre, vous lui donnez du travail pour les 4 ans à venir. Merci beaucoup. Bon, je vous laisse continuer, il nous reste une dizaine de minutes. D'accord, mais on va du coup aller assez vite, donc je passe à la dernière partie. Ne vous stressez pas, à la rigueur, vous traitez un sujet qui vous plaît et puis vous reviendrez une autre fois. Oui, là, ce qui m'intéresserait de montrer, c'est ce que j'en ai retiré de l'Ancien Testament. Dans l'avant-dernière partie, au commencement était le Verbe, où on se rend compte qu'avec ces grilles de lecture, l'Ancien Testament, c'est un combat acharné vraiment entre les deux, entre le patriarcat total, qui est présent à vraiment de nombreuses reprises, et le matriarcat sacrificiel, qui vont se combattre dans différents épisodes, dans différents principes, dans différentes histoires de prophètes. Par exemple, dans la Genèse, par exemple, il y a des points de patriarcat qui sont énormes. La création ex nihilo, par exemple, on sort du monisme. Il y a un Dieu et un Dieu créateur, on est dans le dualisme, il y a un Dieu créateur, il y a une créature. Ça, c'est une patriarcalisation du monde. Je sais que le mot n'existe pas, mais j'en ai eu besoin, donc vous le retrouverez dans le livre, qui est absolument gigantesque. C'est une avancée incroyable pour la patriarcalisation du monde. Mais vous avez toujours des points de matriarcat qui reviennent, comme les sacrifices, par exemple. D'accord, mais déjà dans la Genèse, dans le discours de la Genèse, vous avez une histoire qui est linéaire, là. Dans la Genèse, il y a Christ sacrificiel et expulsion des boucs émissaires. Oui, mais ils ne sont pas tués. Ils ne sont pas tués, exactement. Ils ne sont pas tués et très rapidement, Dieu leur propose, leur annonce qu'il viendra les chercher et qu'il... Et puis il y a une nouvelle culture qui est créée derrière avec l'enfantement, etc. Et tout à fait. Dans la Genèse, la Genèse fait partie des enseignements qui étaient transmis dans la religion juive. Pardonnez-moi, chers auditeurs, pour mon ignorance, mais c'est une question qui me vient à l'esprit. Tout à fait. Donc pour les Juifs, ils avaient intégré cette dimension linéaire. Vraiment, dans le judaïsme, j'ai trouvé des points dans les 3 niveaux qui sont du patriarcat et du matriarcat. Bon, pour être honnête, dans le niveau 1, je n'ai pas trouvé de patriarcat, de la famille. Oui. C'est ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir la différence entre le texte religieux qui nous vend des familles nucléaires, puisque toutes les familles qu'on voit sont des familles nucléaires, mais avec
des imperfections. Par exemple, la primogéniture, ça n'existe pas. C'est toujours le deuxième qui récupère le pouvoir, ou c'est toujours un fils. Par exemple, là, ça me fait penser à Abraham. Ou le dernier-né, d'ailleurs. Ou le dernier-né, parfois. Mais ça me fait penser à Abraham. Au début, c'est Abraham, ça veut dire le père exalté, quand même. On a quand même un signe de patriarcat qui est quand même assez énorme. Ensuite, Abraham, dans mes souvenirs, c'est le père des nations, il me semble. Des nations multiples. À la source des nations, oui. Donc, on est dans un symbolisme de patriarcat qui est quand même très, très important. Mais il se marie avec sa demi-sœur, ce qui est pas du tout. Là, on revient à l'archaïque complet. Et son premier enfant, c'est avec la bonne de sa femme. On n'est pas du tout dans le système patriarcal. Mais oui, mais parce que l'humanité a mis des milliers d'années, voire des millions d'années pour être façonnée. Donc... Exactement. Donc c'est une des conclusions que j'en tire, c'est que l'Ancien Testament, c'est une volonté. C'est comme s'il y avait vraiment ça, cette volonté de rendre le matriarcat archaïque vers autre chose. Et une fois que cette chose sera possible, le Christ arrive pour et donc compléter. Là, chers auditeurs, on est en train de passer un pas, on quitte l'anthropologie pour rentrer dans la partie religieuse. Ouais. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est ce qu'on apprend au catéchisme, c'est que Dieu révèle son projet tout au travers de l'histoire des hommes, qui est le salut par le patriarcat. Je fais une petite synthèse, c'est petit peu express. Oui, non, mais c'est vraiment la conclusion que j'en ai tirée, mais je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de matriarcat sacrificiel dans l'Ancien Testament. D'accord. Il y en a énormément. Il y a des figures qui sont... entre les femmes chassées, les enfants sacrifiés... C'est assez... C'est vraiment une lutte acharnée. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Est-ce que la polygamie est considérée comme un signe de matriarcat ? Tout à fait, oui. Contrairement à ce qu'on pourrait penser au départ. D'accord. Et j'en parle aussi dans le livre. Vraiment, le patriarcat, le niveau 1 du patriarcat, j'en ai donné une définition, donc je ne vais pas la lire à l'antenne, parce que je veux que les gens lisent quand même le livre. Mais elle est basée autour de la grande idée chrétienne de la famille conjugale. C'est le couple, quoi. Le couple, et le père doit incarner. L'incarnation, c'est la base du patriarcat. Je pourrais résumer, matriarcat, c'est l'indifférenciation, et le patriarcat, c'est l'incarnation. Mais, et là, c'est pareil, je ne développerai pas pour que les gens puissent lire, et vous me réinviterez pour en parler. Il y a une indifférenciation patriarcale. Est-ce que je développe quand même ou pas ? Développer, et puis on volera quelques minutes sur la partie suivante si vous n'avez pas fini. Mais essayez de conclure là pour que nos auditeurs qui n'écoutent que la première partie, oui. Notamment en rediffusion, que sinon ils n'écouteront pas la fin. Alors pour faire simple, prenons une hérésie comme l'arianisme, admettons. Ils enlèvent une indifférenciation. Ils enlèvent l'indifférenciation entre le Christ et Dieu. Ce qui m'a fait comprendre une chose extrêmement importante, c'est que le principe même d'indifférenciation, c'est pas ça le problème. Ce qui compte, c'est encore une fois les principes. Qu'est-ce qui est indifférencié à quoi ? Ou qu'est-ce qui est différencié de quoi ? Oui, qu'est-ce qu'on ne veut pas séparer ? Exactement. Voilà. Et ce qu'il ne faut pas séparer, c'est Dieu et le Christ, pour être dans du patriarcat. Donc là, on a une indifférenciation patriarcale. Je préfère quand même pas en dire plus que ça, pour laisser un peu la surprise de la lecture quand même. Mais ça a été une des découvertes. Je veux dire, sans les auditeurs et sans leur financement, j'aurais jamais pu découvrir ça, parce que j'ai pris le temps. J'ai eu le temps de travailler, quoi. Et ça, c'est en étudiant quelle œuvre que vous avez saisi C'est tout simplement par la Bible. Par la Bible. Et par la grille de lecture que j'ai pu construire au cours de ces dernières années, quoi. Donc dans vos travaux, parce qu'on n'a pas tellement traité ce sujet-là, vous avez pris le temps, avec votre grille de lecture, de relire l'ensemble de la Bible. Ouais. Ce que, chers auditeurs, tout le monde ne fait pas pour commenter la Bible. L'accouchement a été compliqué, mais... Donc, par exemple, je suis en train de lire le Coran. Donc, l'islam sera présent dans la dernière partie du livre, mais ça mériterait un livre en entier. Déjà parce que j'aurais pas le temps de finir toute la lecture, et puisque... on vous attend pendant 3 ans ? Non, j'ai d'autres choses à... Il y a notamment Vatican II qui m'intéresse et que je vais... ça c'est un sujet qu'on a essayé de traiter avec Virginie Vota. Ah oui. Mais la pauvre, je l'ai assez... l'émission n'était pas faite, conçue exactement comme il fallait pour elle. Elle n'a pas pu développer son exposé
comme prévu, et j'espère qu'elle continuera son travail parce qu'elle a fait un travail, ou en tout cas un travail de synthèse tout à fait intéressant. Donc le Vatican II, je n'en parle absolument pas dans le livre parce que c'est en gestation. J'ai quand même repéré des petites choses, notamment des problèmes sur l'incarnation. Donc c'est pareil, pour l'instant j'en parle pas. Je pense que ce sera le prochain livre qui paraîtra. Je pense. Je sais pas encore, mais... Alors finissez votre 3e point parce que je vois que l'heure tourne et je ne voudrais pas que nos auditeurs soient frustrés. Donc, est-ce que j'ai dit les 3 niveaux du judaïsme ou pas ? Alors vous avez parlé, vous nous dites que la famille n'est pas tout à fait, est quand même assez matriarcale. Elle est matriarcale, voilà. Ensuite l'organisation politique. Alors là j'ai parlé des prophètes dans cette partie. On se rend compte que, pour être vraiment schématique, la vie des prophètes n'est pas du tout patriarcale, la vraie vie, ce qu'ils subissent dans leur chair, quoi. Mais leurs paroles, notamment dans l'annonciation du Christ ou de Marie, le verbe est patriarcal, sont très très patriarcales. Donc c'est vraiment excellent d'avoir eu cette... quand j'ai relu avec ces grilles de lecture, j'ai eu vraiment des passages... Donc là, vous nous dites que dans la société juive, la partie incarnée est matriarcale. Voilà. La partie... En tout cas, elle est en gestation. La partie, entre guillemets, politique, donc l'organisation de la société, commence à être patriarcale. Dans le discours et dans le verbe. Le début d'organisation. Beaucoup, ouais. Et la partie spirituelle. C'est, comme je vous disais, c'est vraiment, j'en ai conclu ça, un combat acharné pour patriarcaliser le monde. C'est vraiment comme ça que Alors le combat, dans la question spirituelle, se fait entre qui et qui ? C'est vraiment... Un combat, c'est 2 adversaires. C'est vraiment Dieu qui essaie de façonner... la nature humaine. Un peuple, et à travers ce peuple, peut-être la nature humaine, ce qu'on verra dans le Nouveau Testament. Je ne suis pas certaine que ça soit vos conclusions, mais je trouve ça très intéressant parce que quand on voit que le judaïsme post-chrétien, j'avais plein de choses à dire. Je peux le dire vite fait, on a encore 5 minutes. Oui. Je vous dis, je volerai des minutes. Ce qui est vraiment exceptionnel, c'est que le judaïsme post-chrétien, donc après l'arrivée du Christ, qui se construit à peu près entre 100 et 500, va totalement éradiquer toutes les tentatives de patriarcalisation dont je vous parlais et va révéler tout le matriarcat sacrificiel. Ancien, archaïque. On retourne dans l'archaïsme le plus pur. Donc, parce qu'il y a une discussion, alors nos auditeurs les plus cultivés pourront me corriger, mais les textes que les catholiques et les chrétiens ont de la Bible, notamment de l'Ancien Testament, ne sont pas ceux qui sont retenus par la pratique juive post-chrétienne. Voilà, pour la Kabbale ou le Talmud, il y a 2 Torahs en fait. Il y a la Torah orale qui a été donnée à Moïse, et que Moïse n'a pas totalement retranscrit dans ses lois, et qu'il a donné oralement à un petit groupe d'élite, etc. Et c'est le rabbin Akiba qui décide de mettre ça par écrit. Et ça donne le judaïsme post-chrétien. D'accord. Et je peux par exemple parler du golem. Golem, c'est une figure très intéressante puisque ça signifie en hébreu, il faudrait que je retrouve mais ce sera trop long, inachevé, inabouti, ce genre de choses. À finir quoi. Voilà, quelque chose qui est à brouillon, terminer. Plus ou moins brouillon. Exactement. Et ça, c'est la figure parfaite du bouc émissaire, c'est celui qui est avec nous, mais qui n'est pas totalement comme nous, donc c'est celui qu'on pourra éliminer, qu'on pourra détruire ou sacrifier quand on en aura besoin. Et c'est celui qui en même temps doit protéger à chaque fois dans tous les textes. Je cite notamment un livre de Marek Alter. Donc j'étais vraiment c'est Gershom Scholem, Marek Alter. Enfin, c'est du très très officiel. Il y a pas de complot ni rien du tout. Le golem est construit pour protéger le peuple juif et il sera sacrifié à la fin. C'est toujours la même histoire. Et pour lui donner vie, on l'appelle Emet, qui signifie la vérité. Et pour le tuer, on enlève le E, Met, c'est la mort. Donc il y a tout un jeu. Chers auditeurs, vous comprendrez que je prévois déjà, je suis en train de voir quand est-ce que je peux recevoir Sylvain Duras, parce qu'il ne m'a pas présenté la dernière partie. Là, on n'est que sur la 3e, j'ai pas vu la dernière partie. Je pense que les 2 dernières parties méritent une émission à elles seules. C'est les parties qui m'ont le plus passionné en les écrivant. Oui, parce que c'était des découvertes par rapport à ce que... C'est l'aboutissement de votre travail. Enfin, l'aboutissement, c'est un chemin supplémentaire, une marche supplémentaire dans votre travail. Est-ce que vous pouvez... Il vous reste
3 minutes. Alors, soit il y a un mot-clé à retenir pour les auditeurs, soit vous voulez mettre quelque chose en perspective. 4 minutes, me dit le technicien. J'aimerais bien que ce qu'on puisse retenir de mon travail actuel, c'est vraiment ce qu'on a eu au début. C'est pas parce qu'un homme dirige qu'on est en patriarcat, ou c'est pas parce qu'une femme dirige qu'on est en matriarcat. Et ensuite, je sais que beaucoup de gens aujourd'hui sont ne croient plus, n'ont plus la foi, en quelle que soit la religion, ne croient plus au surnaturel. Et donc ceux qui sont dans cet état d'esprit, je les invite quand même à lire le livre et à essayer de... Moi, j'ai fait cet effort, par exemple, quand je me suis intéressé aux communautés primitives, j'ai fait l'effort de me dire, voilà, écoute, Sylvain, tu n'es plus catholique pendant 10 minutes, ou 1 heure, ou 3 heures. Essaie de comprendre le fondement, le pourquoi du comment. Et donc j'aimerais inviter les auditeurs à... Après, je ne parle pas que aux auditeurs de Radio Courtoisie, parce que c'est pas vraiment le cas pour eux, mais j'essaie de voir plus large, d'essayer d'oublier le monde dans lequel on est, qui est un monde très matérialiste, où on nous fait croire que la religion n'existe plus et que le surnaturel n'existe plus, alors que nous sommes gérés par ça. Il n'y a que ça, en fait. Si on lève la tête du guidon, il n'y a plus que ça. Il n'y a plus que les religions qui comptent. Et il n'y a plus que le surnaturel qui compte aussi. Elles ont toujours compté. On nous a fait croire que ça comptait pas depuis 200, depuis que, soi-disant, la raison a triomphé, mais on sait très bien que c'est pas le cas. Regardez les réactions au moment de Notre-Dame, dans des excès parfois, il faut être honnête. Mais l'être humain ne peut pas être que matériel. Donc j'espère dans ce livre réussir avec mes 3 niveaux à expliquer que oui, le matériel ça compte. Le modèle familial, ça compte beaucoup. C'est la partie incarnée, mais... Voilà. Mais la deuxième, la partie politique, ce n'est qu'un lien qui doit mener vers la 3e partie, et le 3e niveau. Vers l'invisible. Il faut toujours se demander qui est derrière le chef qui commande. Est-ce que vous avez lu Saint-Augustin dans vos pérégrinations ? Un peu, ouais. D'accord. Oui. Chers auditeurs, donc il va falloir que je nous trouve une autre émission pour pouvoir interroger davantage Sylvain Durin. Donc, je me permets de remercier notamment ceux d'entre vous qui ont soutenu Sylvain Durin sur le site Ulule, puisque c'est grâce à votre soutien qu'il a pu se consacrer à ce travail qui était prometteur il y a 2 ans et qui est passionnant aujourd'hui, pour ce que j'en ai lu. Et vous aurez le plaisir et je pense pour certains le bonheur de le taquiner et de l'interroger et de le mettre en cause sur certaines choses qu'il annonce et qu'il avance lors du Salon du Livre de Radio Courtoisie qui aura lieu donc le dimanche 16 juin. 16 juin. Sachez que je verrai moi-même le livre pour la première fois le 16 juin. Oui, heureusement vous l'avez lu avant. Mais je l'aurai. Vous serez là toute la journée. Je serai là toute la journée. Bon, donc, chers auditeurs, vous pourrez l'interroger toute la journée. Sylvain Durin, un grand, grand merci. Merci pour Anne-Laure, ce travail que vous faites. Ce sera un plaisir de vous retrouver évidemment à la fête du livre et puis pour une autre émission où vous nous parlerez des 2 dernières parties. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt.